13h a sonné, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, c'est la fin des activités pédagogiques dans les lycées et collèges du Bénin. Les apprenants sont au repos pendant ce temps. Différentes activités permettent de meubler cette période de vacances. Dans ce journal, nous ferons une incursion dans le quotidien des vacanciers. À suivre en sport, CAN Égypte 2019, encore un brin d'espoir de qualification pour les écureuils du Bénin qui livrent leur troisième match de poule face aux Lions indomptables. À quelques heures de ce match décisif, les Béninois se prononcent. Et puis, célébration ce jour 2 juillet 2019 du 57e anniversaire de la cession du Burundi à la souveraineté nationale. Dans un instant, vous suivrez les temps forts du discours adressé au peuple par le président Pierre Nkurunziza. Merci pour l'attention. Les parlementaires béninois de la 8e législature ont fait en fin de semaine écoulée le débat d'orientation budgétaire. Le gouvernement était représenté à l'Assemblée nationale pour apporter toutes les précisions sur les grands enjeux économiques du Bénin à l'horizon 2022. On fait le point avec Amen Didier Ronkwenoudi et Romaric Devoshi. La commission des finances et échanges de l'Assemblée nationale a été invitée à présenter son rapport sur les performances de réalisation budgétaire afin de mettre au grand jour les points forts et les faiblesses qu'on peut y noter. Cette présentation du rapport sur le débat d'orientation budgétaire fait ressortir un taux de croissance en évolution de l'ordre de 8%. Le taux de croissance de l'économie s'afficherait à 6,7% en 2018 contre 5,8% en 2017 et 4% en 2016. Cette hausse du taux de croissance est principalement imputable à la bonne tenue de la production de coton qui n'a cessé d'atteindre des niveaux records depuis 2016. 2. La vitalité de l'activité dans le secteur des BTP en lien avec la mise en œuvre effective du PAG. 3. L'évolution favorable dans la branche de l'agro-industrie en réponse aux bonnes perspectives du secteur agricole. 5. Le dynamisme au port de Cotonou et ses efforts induits sur l'activité de transport suite aux réformes mises en œuvre par le gouvernement. Par ailleurs, l'amélioration de la gouvernance économique et financière a permis de renforcer l'efficacité des régies financières dans la mobilisation des recettes publiques. Les députés ont eu droit à la parole pour des éclaircissements sur les différentes orientations budgétaires, secteur par secteur. Le ministre garde des Sceaux, Séverin Quenom, représentant son collègue en charge de l'économie et des finances, a apporté aux députés assez d'éléments explicatifs sur les performances économiques du Bénin qui vont beaucoup s'améliorer d'ici 2020. Mais avant, le ministre Séverin Quenom plaide pour un bon climat de travail sur le débat d'orientation budgétaire. J'ai noté également que beaucoup de recommandations ont été faites. Elles sont assez pertinentes. Elles seront également prises en compte. C'est d'ailleurs l'intérêt du débat d'orientation budgétaire, qui est une nouvelle étape ou une nouvelle approche dans l'examen des comptes et des prévisions budgétaires. Et de ce point de vue, Monsieur le Président, le gouvernement aurait bien de sorte que nous pourrions anticiper et assurer la représentation nationale d'une meilleure participation du gouvernement à ces débats-là. Il faut dire que ce débat d'orientation budgétaire s'avère nécessaire pour l'économie nationale et est une exigence de la loi pour le gouvernement et l'Assemblée nationale de présenter au peuple le débat d'orientation budgétaire avant le 30 juin de chaque année. Et puis, ils sont nombreux, ces députés qui ont pris la parole pour faire leurs observations sur ces grands enjeux économiques du Bénin à l'horizon 2022. Suivons ici les députés Akhenatonde, Hassan Seibou et Tchabita Latazime Yerima au micro d'Eden TV. Au-delà des deux ministres, ministre du Plan et ministre des Finances, il faudrait aussi que les autres ministres qui dirigent des départements à caractère économique, tels que le ministre des Transports, ministre de l'économie numérique, agriculture, énergie, eau, tous ces ministères-là devraient être présents pour que nos débats soient vraiment enrichis. Ceci dit, d'année en année,
les ministres des Finances, le gouvernement passe devant nous et parle de l'inflation maîtrisée. Mais il y a un piège qu'il faut éviter. Parce que lorsque nous avons des taux de croissance qui se renforcent, comme nous en avons actuellement, et que le taux d'inflation va en diminuant, nous allons vers ce qu'on appelle dans l'économie la déflation. Et c'est dangereux. Parce que la déflation n'encourage pas à terme la production. Les prix baissants, cela n'encourage pas forcément, cela n'amène pas les consommateurs à consommer, à augmenter leur consommation. Cela peut amener à la thésaurisation des ressources. Et donc, le gouvernement doit faire attention à cela. Ce résultat atteint et les perspectives me rassurent. Monsieur le Président, la seconde chose que cela m'inspire, c'est l'espoir d'un développement pour mon pays. Parce que je me rends compte que les cadres émérites de ce pays, enfin, décident de ne plus nous faire mettre les pieds au hasard, là où nous ne maîtrisons rien, et que la prévision soit une chose comme arme de travail. Celui qui lit ce rapport voit bien que à l'horizon 2022, c'est-à-dire dans quelques 3 années, nous serions autour de 9,2% de taux de croissance. Je voudrais bien que ce soit nous les émergents et que l'effort soit fait pour qu'on atteigne encore 10%. Mais je ne crois pas avoir entendu des prévisions par rapport au projet de monnaie unique qui s'annonce au niveau des États de la CEDEAO. Dans ces perspectives économiques de 2020 à 2022, qu'est-ce que le gouvernement entend faire au cas où cette monnaie unique sera introduite pour en minimiser les effets négatifs? Qu'est-ce que nous prévoyons? Quelles précautions nous prenons pour l'introduction de la monnaie unique dont le projet de nom vous a d'ailleurs déjà été communiqué? Éducation, démarrage ce lundi matin de la correction du baccalauréat, session de juin 2019 sur toute l'étendue du territoire national. À Cotonou, dans le littoral, nous nous sommes rendus au CEG Bégamin pour constater l'effectivité des activités. Nicolas Rontondi, le chef de ce centre de correction, s'est confié à Ayat Foué et Romaric Devochi. On l'écoute. Depuis 7 heures, on est là pour la correction de baccalauréat session 2019. À l'étape actuelle, très tôt le matin, on a eu la réunion avec les superviseurs et les présidents de jury. Bon, on leur a dit ce qu'ils doivent faire, ils le savent très bien, on a échangé. Et depuis lors, ils sont déjà dans les sous-commissions. Et à l'étape actuelle, ils seront en train de revoir les corrigetypes. Et d'ici à là, la correction proprement dite va commencer. C'est déjà les vacances, je vous le disais à l'entame de cette édition. Élèves et écoliers sont au repos. Un choix varié d'opportunités et d'activités s'offre aux vacanciers. Colonies de vacances, sorties diverses, fêtes, plages et autres. Pour nous en convaincre, je vous invite à suivre ce reportage. Les vacances sont des moments privilégiés pour certains élèves et écoliers occupés par les études pendant l'année scolaire pour faire de nouveaux apprentissages. Certains sont encore dans l'attente des résultats des examens, comme Robert et Shalom. Mais en attendant, je joue avec mes amis, on nous pose des coupes et on joue au billard, tout. Je prends un peu de l'air. J'ai passé le bac cette année à série B. Je suis un jeune footballeur. J'attends un peu la compétition pour me mettre là-dedans, pour jouer. J'ai joué au Bénéfoot Academy cette saison. À l'Unafrica, c'est le badminton qui occupe ses enfants. Ce sport, pas trop connu encore des Béninois, les passionne déjà malgré leur âge qui varie entre 5 et 15 ans et ils s'y adonnent à cœur joie pendant ses vacances. Bon, je passe tout mon temps à jouer au badminton. Et j'aide aussi maman à l'atelier. De mes vacances, moi, je me suis inscrit dans un sport appelé le badminton. Parce que c'est un sport rare. C'est un sport rare que beaucoup de gens ne s'y intéressent pas. J'accompagne mes parents au marché, très souvent. Je les aide à faire
et qu'on appelle à fond avec eux, quoi. Je joue le badminton à la maison. J'ai ma raquette avec moi, j'ai le volant avec moi. Je joue avec mes frères et mes soeurs à la maison. À côté, sur le terrain de basketball, Fawaz et Amel s'adonnent au basket tous les jours. Pour tuer le temps, je joue au basket. De temps en temps, pour tuer le temps, je joue à la play. Je me promène dans le quartier, pour ça je viens jouer au basket là. J'aime bien le basket parce que c'est intéressant, c'est un sport d'équipe. Et j'aime bien dribbler. Un tour le long de la plage de Fidjousset et l'on découvre des enfants bien occupés par divers jeux. Jeux de billes, jeux de cartes. Ces vacances, on joue aux billes avec nos amis. On regarde la télévision et puis on joue au ballon. On s'amuse, on fait cache-cache aussi. Pendant que certains s'amusent, d'autres prennent du plaisir à les observer. Ils préfèrent parler du football et de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, surtout quand on sait que le Bénin a sa chance à jouer. La phase d'enregistrement du projet de reconstitution des actes de naissance sans souche, PRAN, initié par le gouvernement et conduit par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, démarre effectivement ce jour, mardi 2 juillet 2019, sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, l'administrateur gestionnaire de l'ANIP et le président du comité technique de pilotage du RAVIP ont donné un point de presse dans l'après-midi de ce lundi 1er juillet, suivant un extrait de leur déclaration au micro de Roland Toneikes et de Romaric Devoshi. Le gouvernement a initié 2 opérations majeures. La première, c'est le projet d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil qui concerne environ 2 500 000 personnes. La deuxième opération est l'opération dite de reconstitution des actes de naissance sans souche. Cette opération est prévue pour se dérouler du 2 juillet au 17 juillet 2019 sur l'ensemble du territoire national. Qui sont ceux qui sont bénéficiaires de cette opération? Pour être pris en compte, il faut être une personne ayant un acte de naissance dont la souche a été détruite, altérée, disparue ou qui se révèle inexistante dans les centres d'état civil. Il faut être une personne ayant un jugement supplétif, mais qui est sans procès verbal, dont le procès verbal n'existe plus. Pour être pris en charge dans cette opération, il faut se munir de 2 pièces. Un acte de naissance, la photocopie simple d'un acte de naissance, puis le récépissé d'enrôlement au RAVIP. L'opération ne prendra que pour chaque requérant environ 2 minutes au plus. Il faut retenir que cette opération ne prend pas en compte celui qui a un problème de souche, mais déjà rétabli au niveau du tribunal. Donc, avec la nouvelle opération du projet de reconstitution des actes de naissance sans souche, notre pays entend réaliser une grande avancée dans la modernisation de son état civil. D'ores et déjà, je parle d'un 3e point qui interviendra incessamment après le point et qui fait l'objet de notre réunion, c'est le Dématec, étape où tous les registres d'état civil existants actuellement au niveau des arrondissements, au niveau des centres d'état civil, seront numérisés et les actes seront mis sous une forme dématérialisée. Si nous atteignons cet objectif, avant la fin de l'année, nous serons sûrs que la modernisation de l'état civil est un pari gagné. Actualité en dehors du Bénin, le Burundi célèbre aujourd'hui 2 juillet le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. En prélude à cette fête d'indépendance du Burundi à Bujumbura, le président Pierre Nkurunziza s'est adressé à son peuple. On l'écoute.
4 milliards par an multipliés par 57 pour comprendre combien d'argent les célébrations de l'indépendance nous ont déjà coûté. Combien on gaspille. Combien cette indépendance nous affaiblit. Normalement, les colons pouvaient être des hommes bons s'ils nous remboursent tout ce qu'on a déjà gaspillé pour ces 57 cérémonies. Ce terrain de football qui est juste en face de nous, non seulement il est petit pour incarner notre brave Rwagazor, après qu'il nous a donné l'indépendance, il a été accompagné par beaucoup de sang des gens tués dans ce stade. Ces sangs ne devaient pas suivre celui qui nous a donné l'indépendance. Qu'il faut oublier toutes les démarches qu'ils entreprennent pour déstabiliser le Burundi, car s'ils continuent, ils auront affaire avec Dieu le Tout-Puissant. Le Dieu du ciel est témoin. Donné par Dieu le Tout-Puissant. En France, un évêque lève un coin de voile sur la sexualité des prêtres intimes du cardinal Barbarin. À l'archevêché de Lyon, le remuant évêque Emmanuel Gobillard se révèle en osant aborder de front le tabou de la sexualité des prêtres tout en prenant soin de ne pas écorner les fondamentaux de l'Église. Reportage. Âgé de 51 ans, Emmanuel Gobillard est fils de militaire. D'allure sportive, il est devenu en septembre 2016 l'un des plus jeunes évêques de France lorsqu'il est choisi par le pape François pour épauler Philippe Barbarin à Lyon. À l'aise face aux médias, l'homme aux lunettes brunes se fait connaître du grand public comme porte-parole du diocèse pendant la tempête médiatique du procès Barbarin, sachant, contrairement à son supérieur, éviter maladresse et polémique. J'étais dans un petit village malgache, j'avais probablement de la fièvre, je devais avoir une grippe. Je pensais que c'était le palu, mais en fait non, c'était juste une grippe. C'était la veille de Pâques, il faisait chaud, il y avait des moustiques, il pleuvait. Je me suis senti très seul en fait. Et là, j'ai éprouvé le désir d'une compagnie, j'ai éprouvé le désir d'une femme en fait. Et ce désir-là qui est tellement naturel, qui est tellement évident, qui est normal, qui est paisible, je l'ai raconté. Un prêtre, il me dirait ça. J'aurais tendance à lui dire, écoute, essaye de trouver dans ton ministère d'abord une reconnaissance profonde, une joie profonde. Je pense que souvent on dit, tiens, si tu as des désirs ou des pulsions sexuelles, équilibre ta vie, va faire du sport ou prendre une douche. Non. La sexualité, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus profond. Ça dit quelque chose de la profondeur de notre humanité. Et donc, j'aurais plutôt tendance à lui dire, trouve ton équilibre dans le choix que toi-même as fait, c'est-à-dire dans ton choix de vie. Sur fond de scandales répétés qui éclaboussent l'Église, il publie en 2018 « Aime ce que tu veux, fais-le » où il confronte son point de vue sur la sexualité des célibataires consacré avec la sexologue Thérèse Argot, une première pour un religieux français de son rang. On a percé un abcès en révélant toutes ces affaires de pédophilie. Moi, je suis très heureux que ces affaires soient révélées. Et j'encourage tous ceux qui peuvent le faire à parler, à s'exprimer pour que l'abcès soit percé. Parce que la condition de possibilité d'un changement, d'une évolution, d'une conversion, c'est d'abord de reconnaître le mal, de l'identifier. Donc, en ce moment, on le reconnaît. En fait, la période est favorable. Vraiment favorable. Les gens disent c'est terrible ce qui nous arrive. Non, c'est très bien ce qui nous arrive. Il faut que l'Église se libère de cet auto-référencement dont parle beaucoup le pape. On n'est pas compétent sur tout. Il y a des enquêteurs, il y a des policiers, il y a la justice qui est là pour nous aider. Il y a des médias, chacun fait son métier. Comme il y a des médecins, voilà. Donc il ne faut pas se prendre pour le centre du monde. Et donc ce changement-là, c'est celui-là. Dès que quelque chose me parvient et que j'ai des soupçons, hop, procureur. Bombardé de facto spécialiste de la sexualité au sein de l'Église française, Monseigneur Gobillard est dès lors sollicité par des confrères en recherche de dialogue hors du cadre de la confession. Face à eux, il soutient que les pulsions sexuelles révèlent toujours un profond besoin d'aimer. Retour au Bénin pour parler sport, vous ne l'ignorez point. Les écureuils du Bénin présents à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 vont livrer ce soir leur dernière rencontre de poule face au Cameroun. Pour s'assurer de passer au tour suivant, une victoire est nécessaire. Mais les poulains de Michel Dussillet ont-ils l'étoffe nécessaire pour battre les tenants en titre? Dans tous les cas, la majorité des Béninois y croient encore. C'est du moins ce que nous démontre cette Vox Populi réalisée par Espoir Oumabou et Denis Maroya. Oui, on a des chances.
il va falloir que les joueurs soient coopératifs, jouent coopératifs. Mais on a des chances, Je dirais 2-1 en faveur du Bénin. On va prendre 3 points là, chez Cameroun. Nous-mêmes, on sait que les ballons qu'on a frappé passer là, vraiment, Bénin l'a fait fort. Moi, je veux le score 1-0 ou bien match nul. Bénin va qualifier. Tenant le pool qu'il avait joué, le premier match avec Ghana, le second avec match nul. Le troisième, on va gagner ce match-là. Pronostic là, c'est 1-0. C'est 1-0 en faveur du Bénin. J'ai la chance que mon pays sera qualifié. Il va faire, bon, en tout fait, je compte pour le Bénin, il n'a qu'à faire match nul demain. Et si on a eu du mal à prendre le Ghana avec ces conditions de 10 contre 11, et que la Guinée, qui est le menu frétin, si on peut le dire en ces termes, de toutes ces équipes en compétition, nous a tenus comme ça en défaite, parce que ce 0-0 pour moi c'est une défaite. Je ne vois pas les ressources dont on dispose. C'est vrai, tout est permis en football, mais il faut être un analyste pointu pour pouvoir voir les marges de manœuvre qui restent aux écureuils. Vraiment, ça laisse à désirer. Et il faut prier pour que le pire n'arrive. À défaut qu'on échoue, qu'on soit sûr de pouvoir mettre 1-1 contre le Cameroun pour avoir au moins 3 points, plus 3 ou plus 0, pour espérer quelconque position en termes de meilleur troisième. Sinon, pour moi, je vous assure, le Cameroun ne va pas venir avec 1 point pour ne pas se faire qualifier. Parlant des écureuils du Bénin qui affronteront dans quelques heures les lions indomptables du Cameroun, on se demande quelles sont réellement les chances de qualification du Bénin à cette compétition. À ce sujet, la rédaction Eden TV vous propose une analyse que je vous invite à suivre. Déjà 2 matchs nuls pour les écureuils du Bénin pour le compte de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Le premier match qui s'est soldé par un nul de 2 buts partout face au Ghana a fait naître un regain d'espoir. Le deuxième match face au Bissau guinéen a déçu plus d'un, même si le score était de 0 but partout. Un score qui complique cependant les chances du Bénin de passer en 8e de finale. Le Bénin se retrouve désormais en 2e place avec 2 points, après le Cameroun 4 points et devant le Ghana 2 points. Le match de ce soir est donc l'ultime assaut des écureuils pour espérer une qualification en 8e de finale. Et à cet effet, plusieurs cas de figure se présentent aux écureuils. Premier cas, une victoire face aux Lions indomptables assure la première place du groupe F au Bénin, quel que soit le résultat de la confrontation Guinée-Ghana. Deuxième cas, un nul face aux Lions indomptables du Cameroun et une victoire dans l'autre confrontation expose les écureuils au calcul de meilleur troisième. Toutefois, un match nul dans les 2 confrontations assure toujours la 2e place aux écureuils et valide leur ticket pour le second tour. L'idéal ce mardi soir serait une victoire des écureuils du Bénin qui, pour une première fois, réussiront à dompter les Lions du Cameroun. Et ce sera donc l'accomplissement de la prophétie de Samuel Eto'o, l'autre lion qui croit désormais aux prouesses du football béninois. Alors, tous en jaune pour pousser les écureuils à la victoire. Je vous en parlais depuis hier, les Scrabbles du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun ont participé ce week-end à l'Open international de Scrabble de Cotonou, une compétition organisée par la Fédération béninoise de Scrabble et soutenue par le ministère des Sports du Bénin. Laurent Roland Toneinkes, Denis Maroya. L'amphithéâtre Houdegbe de l'Université d'Abomey-Calavi a abrité les 29 et 30 juin 2019 l'Open international de Scrabble classique de Cotonou, une compétition avec beaucoup de particularités et d'innovations. Et de faire de cette compétition la plus grande compétition de classique en Afrique et au-delà même de l'Afrique, l'une des plus grandes compétitions de classique au monde. Nous avons voulu faire les choses bien en mettant une dotation qui puisse inciter les gens à prendre l'avion et à venir. Le premier prix est à 1 million, le deuxième prix est à 500 000 et le troisième prix est à 200 000. Des primes qui sont au-delà de ce que gagnent les Scrabbleurs, même au plan international. Une particularité qui a donc motivé la participation des Togolais, des Ivoiriens et même du champion en titre de Scrabble classique du Cameroun. Mon pseudo c'est le gitan. Quand je viens à une compétition, c'est pour gagner. Je viens pour gagner. Si je ne peux pas gagner, je ne viendrai pas.
Donc je suis là pour ramener la Coupe au Cameroun. Et en dehors de la prime, au-delà de l'enjeu, c'est encourager la fédération béninoise pour l'initiative. Parce que le Scrabble, aujourd'hui, nous sommes dans un élan de sortir cette activité de la précarité. Après les différents matchs de poule de huitième de finale et de quart de finale, Joël Noumonvi et Julien Afaton d'une part, Jevron Tiakpe et Edem Dagba du Togo d'autre part se sont affrontés pour les demi-finales. Des parties âprement discutées et c'est Jevron Tiakpe et Julien Afaton qui s'en sortent pour la finale. Pour le match de troisième place était aux prises Joël Noumonvi, directeur de la compétition et directeur technique de la Fédération béninoise du Scrabble, et Edem Kodjo Dagba du Togo. Un face-à-face Bénin-Togo gagné par Joël Noumonvi. C'est un véritable honneur pour moi que parmi tous ces quarts d'heure, je finisse troisième. Ça complète mon palmarès de champion national en titre. Pour dire la vérité, j'étais un peu déçu, mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. C'est vivement, nous souhaitons que ça se répète pour que nous puissions revenir en force. Au terme de la compétition, c'est Jevron Tiakpe qui s'en sort en battant en finale le champion du monde Julien Afaton 3-2 sur les 5 parties. Il gagne le trophée et 1 million de francs CFA. Julien Afaton devra se contenter de 500 000 francs CFA. Daniel Essomba du Cameroun rentre avec le prix de l'amitié, tandis que Herman Kouadia de la Côte d'Ivoire remporte le prix du fair play. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine où aura lieu la 2e édition de l'Open international du Scrabble de Cotonou. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, à bientôt.